Alors bonjour à tous, nous sommes à la médiathèque Edmond Charlot de Pézenas avec Nathalie et Guillaume de l'association Tapatoudi et nous accueillons aujourd'hui l'autrice illustratrice Ilia Green. Alors juste vite fait, l'association Tapatoudi invite chaque mois un auteur, un illustrateur, autrice, illustratrice, l'invite 1, 2, 3, 4 jours là en ce qui concerne Ilia pour rencontrer des lecteurs et le public alors dans des écoles primaires, dans les collèges, les lycées, les maternelles, de temps en temps les crèches même, aussi des centres de loisirs. Et le soir, normalement, cet auteur ou autrice est invité à rencontrer le public en médiathèque ou en bibliothèque dans le coin. Sauf que là, bon, mais vu les conditions sanitaires de merde, on fait cette rencontre en vidéo. Cette vidéo est visible sur le site de l'association Tapatoudi, sur le site de la médiathèque Edmond Charlot, sur le site des autres réseaux de médiathèques qui participent à l'accueil des auteurs. Donc il y a les médiathèques de Clermont-Lérault, de Gignac et de Lodève. Et donc, avant tout, on remercie Ilia Green de venir nous voir à Pézenas, qui vient d'ailleurs, alors on ne sait pas trop, ou de Fort-Calquier, ou du Vigan, ou... Oui, là j'arrive de Fort-Calquier, ouais. Voilà, parce qu'on ne sait pas trop où elle habite, ça dépend des fois. Et donc, nous remercions l'équipe de la médiathèque, Ilia Green, et Christian Rubiela, qui est le directeur de la médiathèque Edmond Charlot, et qui, en plus, est derrière la caméra. Ça va, ça filme bien, monsieur Rubiela? Ilia Green est une passionnée de dessin et de littérature. Elle a fait des études de lettres, puis les beaux-arts, et parallèlement, elle écrit des histoires pour les enfants qu'elle illustre, et puis range dans ses tiroirs. Un jour, elle propose ses histoires à un éditeur qui est séduit. Aujourd'hui, Ilia Green publie en tant qu'autrice-illustratrice, mais travaille aussi beaucoup comme illustratrice, en collaboration avec des auteurs. Elle expose aussi son travail dans les lieux de culture. Le style Ilia Green est reconnaissable à l'onirisme qui imprègne ses images. Elle pose un regard drôle et singulier sur l'enfance. Ses techniques sont variées, coloriage, au feutre, à la peinture, mais aussi découpage et calque. L'expressivité des regards et la rondeur des personnages donnent à ses dessins une grande force évocatrice. Mais assez parlé d'elle, laissons-la parler. Très bien. Alors, donc Ilia, tu as passé la journée d'hier dans des écoles de Pézenas et d'alentours, et la matinée aussi. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, une rencontre scolaire avec toi? Eh ben, alors d'abord, ça dépend en fait. J'ai rencontré des maternelles, j'ai rencontré des CM2 hier. Donc avec les CM2, c'est assez chouette parce qu'on peut parler assez longtemps voilà, du boulot. Enfin, ils ont énormément de questions et ils comprennent bien les réponses complexes. Donc on a beaucoup d'échanges en fait. Et on a eu le temps de faire un atelier après parce que je les avais pendant toute l'après-midi. Donc on fait un atelier de création après. Voilà, mais d'images? Ouais. Pour qu'ils aient vraiment un peu les mains dans le... Voilà. C'est pas toujours comme ça, il faut avoir le temps. Mais là, on avait 2 heures, plus de 2 heures, donc c'était super. Et après, le matin, c'était avec des maternelles. Alors les maternelles, on ne peut pas leur parler du travail d'illustrateur pendant 2 heures. Donc il faut être un peu efficace. Et on réduit beaucoup le temps d'échange. Et puis et les explications autour du travail. Et puis on est plus dans la patouille et dans le travail de création en atelier, en fait. Ouais, alors, mais c'est vrai que ça fait faire le grand écart entre maternelle et CM2. Tu rencontres des fois des plus grands parce que il faut dire que tu écris et tu illustres des albums. Oui, moi je fais surtout des albums. Donc en général, je rencontre des enfants entre... En fait, le plus, c'est 6, 7, 8 ans.
Et les maternelles, j'en ai pas souvent rencontré parce que c'est un peu compliqué pour les auteurs de rencontrer des maternelles quand même. Hein, et il faut être un peu animateur quand on rencontre des maternelles. Tu es d'accord avec ça, Guillaume? Voilà, c'est pas évident quand même. Hein, surtout les petites sections, je les ai pas encore rencontrées là. C'est vendredi, je me prépare psychologiquement depuis 2 jours. Ouais. Non, mais bon, après c'est sympa, hein, mais c'est vraiment c'est presque un autre job, quoi. Enfin, il faut vraiment être préparé à ça. Il y a des auteurs pour qui c'est très difficile et je comprends, hein, parce que voilà, on n'est pas tous prêts à être face à 30 enfants de 3 ans. Ouais, alors c'est vrai que... Oh non, ouais, mais voilà, mais du coup, mais par contre, en fait, finalement, j'aime bien en fait ne pas avoir les mêmes niveaux parce que ça permet aussi de pas être dans la répétition, parce que quand on rencontre des enfants qui ont le même âge toute la journée, bon, des fois, on a l'impression d'être un peu une espèce de, enfin, la première rencontre, elle est spontanée, la deuxième, ça va, la troisième, on a déjà l'impression de se redire un peu. Si on en fait 4, alors là, c'est la catastrophe. On a l'impression d'être un robot. Enfin, moi, souvent, je commence à mouliner, en fait. Oui, hein. Oui. Donc c'est bien aussi d'avoir des niveaux différents parce que ça permet de faire des choses différentes aussi. Mais tu as quand même la chance, vu que tu es illustratrice, quand tu t'en as marre de te répéter, est-ce que tu t'en profites pas pour te reposer allez, je vous fais une image au tableau? Si, ça m'arrive de faire un dessin, mais je trouve pas ça hyper reposant, en fait. Hein. Ah, pour moi, de dessiner comme ça, devant plein d'enfants, avec la main levée, en grand pour qu'ils puissent voir, en me mettant de côté pour pas être devant, c'est pas la façon la plus reposante de dessiner, à vrai dire. Mais est-ce que c'est pas un truc qui te réclame quand même à chaque fois? Non. D'accord. Mais j'aime bien faire un dessin pour les enfants, mais j'ai pas toujours le temps en fait. Mais j'essaye quand même de faire à un moment donné un peu de démonstration de dessin devant eux parce que c'est quand même, c'est chouette. Alors, moi j'aime bien cette idée de grand écart entre maternelle et CM2. Et puis pour rester sur cette idée de grand écart, ça n'a rien à voir. Il y a une unité vraiment dans tous tes livres. On reconnaît tout de suite, on prend n'importe lequel, on sait que c'est toi qui a fait ces images. Mais j'avais une question. Parce que, alors, la plupart de tes livres, tu es illustratrice, on va dire 80%, 90% de tes livres, tu es juste l'illustratrice, sans minimiser. Et il y en a d'autres, tu es à la fois aussi autrice et illustratrice. Tu fais tout dans le livre. Est-ce que là, il n'y a pas un grand écart entre les deux? Comment tu abordes le travail de l'image quand tu es juste l'illustratrice? Ou quand tu fais les deux, tu abordes le travail de la même façon? Moi, en fait, j'ai commencé comme auteur plus que comme illustratrice, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'avais plus je dessinais, ça, oui, d'accord, mais j'étais pas illustratrice, en fait. Par contre, j'avais des histoires. Donc, moi, j'ai commencé avec des histoires que j'illustrais un peu à ma sauce. Et j'ai développé mon travail d'illustratrice pour pouvoir vivre, hein, parce que j'avais pas assez d'histoires pour pouvoir en vivre. Donc ça a été secondaire. Après, ça m'a happée tout entière parce que ça a bien marché. Mais finalement, oui, je me suis beaucoup adaptée et je trouve pas ça toujours facile en fait. J'ai de plus en plus de mal en fait à travailler en collaboration avec un auteur. Hein, en fait, oui. Oui, parce que je trouve ça, c'est compliqué pour moi J'aime beaucoup travailler avec Stéphane Servan parce que malheureusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de livre ensemble, mais c'est quelqu'un qui écrit des textes qui laissent beaucoup de liberté à l'illustrateur. Ces textes n'indiquent pas ce qu'on doit illustrer de façon très précise, en fait. C'est des textes qui peuvent s'inscrire un peu, n'importe où. Enfin, il y a une grande liberté d'interprétation du texte, graphiquement, et qui permet d'avoir un apport d'être co-auteur, en fait, en tant que, sur la dimension graphique, mais vraiment d'apporter des choses. Pour toi à illustrer. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, en fait, à vrai dire. Si j'ai un texte qui me décrit très précisément ce qui se passe dans l'image, et que j'ai l'impression d'être un peu exécutante en fait de la volonté de l'auteur. En fait, c'est comme si l'auteur avait déjà créé son image dans le texte et que moi j'étais un peu l'exécutante. Juste la main. Voilà. Ça m'intéresse moins. Enfin, c'est plus difficile pour moi. Voilà. Et c'est peut-être parce que je suis auteur à la base effectivement et que j'aime bien avoir des idées en fait et que j'aime pas trop quand on m'enlève cette possibilité d'avoir des idées sur l'image que je dois faire. Donc quand tu es autrice, tu te donnes plus de liberté en tant qu'illustratrice. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Parce que quand je suis autrice, j'écris en fonction de ce que je veux dessiner, je dessine en fonction de ce que je veux écrire. Enfin, il y a une espèce d'aller-retour alors que tu n'as pas le texte d'abord et l'illustration qui vient après, comme quand tu collabores. Si, il y a le texte d'abord et l'illustration après. Mais j'ai quand même une idée de comment je vais faire mes images à peu près et je vais faire en fonction aussi de ce que j'ai envie de dessiner. Je vais pas parler
ville, de milieu urbain ou de tracteur si j'ai pas du tout envie de dessiner la ville et des tracteurs en fait. Voilà. Ouais. Et alors que si j'illustre le texte de quelqu'un d'autre, bon bah S'il y a des je tracteurs, dois dessiner plein de voitures, je dois dessiner plein de voitures quoi. Ça m'est arrivé hein, dans un bouquin, dans celui-là justement, je déteste dessiner les voitures. Et du coup, il fallait que je dessine voilà, la ville avec les voitures, c'est bruyant, etc. Dans Achille? Oui, D'accord. j'ai dessiné une voiture, j'ai pris un modèle sur internet, j'ai dessiné ma voiture comme ça, puis bon, l'éditeur m'a dit, bon, il est vachement calme ton quartier là. Dans le texte, il y a marqué que c'est très brillant, il faut plein de voitures. Je fais, oh mince. Bon, ok, alors on va dessiner plein de voitures avec les perspectives et tout. Oh, les voitures les unes derrière les autres, l'embouteillage. Enfin, pour moi, c'est l'enfer de faire un dessin comme ça. C'est vraiment, j'ai... Donc tu es en train de nous dire que, en gros, maintenant, tu ne veux illustrer, enfin essentiellement, que tes propres textes. Non, je serais partante pour illustrer des textes De avec- Stéphane Servant. non, les autres aussi. non, mais d'autres auteurs, mais je suis assez... Oui, c'est plus difficile Ouais. pour moi, je le fais plus trop, en fait. Hein. Je continue une collection que j'ai commencée il y a longtemps avec Nathalie Tual. Mais voilà, c'est parce que c'est une vieille collaboration. C'est Bulle et Bob, voilà, c'est ça Bulle et Bob. Donc Voilà. ça, on continue de le faire ensemble. Mais sinon, je prends plus vraiment... Je travaille plus comme illustratrice sur des projets de... D'accord. Enfin, d'ailleurs, je travaille de moins en moins comme illustratrice. Mais bon, enfin, je travaille de moins en moins dans l'édition jeunesse. Mais bon, c'est... D'accord. Alors maintenant, je vais te montrer quelques images. Et alors, tu vas réagir devant ou pas. C'est des images par rapport aux images de tes livres. Ouais. Alors là, bon, c'est Mar du Rose. Donc, c'est la couverture de Mar du Rose. Voilà. Donc, tu veux que Et ça, c'est la petite fille de Mar du Rose. Ouais. Et ça, c'est l'héroïne d'un film, pas japonais, mais de Hong Kong, qui s'appelle L'Auberge du Dragon. Enfin, moi, je vois des liens Ah oui. entre les deux. Et c'était pour essayer enfin, de te faire parler de l'espèce de côté. Alors, je sais pas comment toi t'appelles ça, on a dû te le dire 20 000 fois, je sais pas si tu assumes ou quoi. Le côté de japonisant de tes images, je sais pas, mais au moins de tes personnages, quoi. Oui, ben ça vient de plusieurs choses. Hein. Le côté japonisant, ça vient d'une part du fait que je me suis intéressée aux estampes japonaises. Ça, c'est sûr que j'en ai vu pas mal quand j'étais gamine. Il y avait un livre d'estampes japonaises chez moi que j'ai regardé. Donc, probablement, ça a un impact. Après, j'ai vécu avec une petite fille aussi, Mar du Rose, par exemple. J'habitais avec une petite fille qui était, il y a des années, qui lui ressemble énormément en fait et qui avait des origines vietnamiennes. Donc c'était voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a inspiré des personnages un peu asiatiques. Ça se voyait pas énormément qu'elle était d'origine vietnamienne, mais c'est vrai que c'est marrant, les gens me le disent en fait. Et du coup, et après je me suis un peu enfermée là-dedans aussi, hein, c'est-à-dire que du coup, parce que je faisais des dessins comme ça, les éditeurs m'ont confié des projets comme ça, enfin des projets un peu japonisants, voilà, avec des connotations asiatiques. Et du coup, ben, c'est aussi ça qui m'a un peu plongée dedans, quoi. Ouais. Voilà, dans l'esthétique des décors aussi, dans les motifs. C'est vrai. Il y a, dans les découpages qu'on voit sur le fond des décors, on voit des petits motifs qui ressemblent, enfin qui font penser à cet univers-là, à la fois très doux et à la fois très graphique. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'aime bien cette idée d'être, d'être vraiment en deux dimensions, en fait, d'être à plat et de ne pas modeler les images. J'ai pas de modelé, par exemple, dans mes images. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de modelé. Les choses sont vraiment graphiques en deux dimensions. Et je vais travailler même mes profondeurs de champ de façon très plate, entre guillemets, c'est-à-dire comme des décors de théâtre un peu, mais il n'y a pas de volume en fait, il n'y a pas la sensation de... Je suis pas dans la peinture, je suis pas dans la sculpture, je suis vraiment dans la ligne et du coup dans des formes qui sont, des formes très visuelles qui n'évoquent pas de volume en fait. Voilà, qui donne beaucoup de force, à l'image et à l'expression souvent. Hein. Cette ligne qui est très droite et très... d'un premier jet en général ou pas? Alors oui, moi je travaille beaucoup comme ça. Bon après pour les livres, je refais plusieurs fois, hein, je fais des brouillons, etc. Mais j'ai beaucoup travaillé comme ça pendant très longtemps. Pour moi, gommer, c'était une espèce de sacrilège. Hein. Il fallait pas gommer en fait. Hein. Il fallait pas. Moi, j'avais pas de gomme avec moi quand je dessinais. Donc et du coup, j'ai vraiment eu l'habitude de dessiner comme ça sur le fil. Voilà.
Et, Mais je crois que les illustrateurs à avoir des gommes sont hyper rares. Hein. ouais, ça dépend, parce qu'il Enfin, moi, je l'ai vu avec les illustrateurs, je sais pas, mais avec les gens qui font du modèle vivant, par exemple, moi, j'ai beaucoup fait de modèles vivants dans des ateliers, et je vois qu'on ne travaille pas tous de la même façon. Moi, je suis beaucoup sur la ligne, comme ça, je vais y aller... j'ai une espèce de concentration de funambule, en fait, qui me fait tenir. Mais il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus comme des sculpteurs, en fait. C'est-à-dire qui vont modeler, qui vont revenir plusieurs fois, qui vont modeler, qui vont... on a un rapport au dessin qui est différent, en fait. C'est des rapports différents. Mais c'est vrai que moi, il y a ça qui est assez proche, je pense, de ces peintres chinois ou japonais qui sont sur la ligne et sur une espèce de temps de méditation aussi, hein, sur la précision d'être... Et moi, j'aime bien cet état-là, en fait, qui demande un état, en fait. Et t'as pas du tout d'influence manga ou je ne sais quoi? Par contre, j'ai pas d'influence manga. J'ai vu, comme tout le monde, des mangas quand j'étais gamine à la télévision, quoi. Hein. Et encore, j'étais pas fan de... Bon, je te montre d'autres images. Alors voilà, ça c'est une image de Björk. Ah oui. Ça aussi. Ah oui. C'est pour les petites couettes, non? Tu me poses Exactement. Exactement. Parce que regarde, après... Vraiment, tu vois. Moi, bon, après, j'ai ramé, hein, j'ai ramé pour fouiller, pour trouver, etc. Vous voulez vraiment chercher. Ouais, voilà, les petites couettes, ça vient d'où? En plus, bon, ça, c'est un de tes personnages récurrents, Olga. Oui, ça, c'est le personnage s'appelle Sophie, mais c'est une bande de personnages. Il y a Olga, Sophie, Gabrielle, Anna et le chat. Et oui, c'est des couettes, si tu vas dans n'importe quelle école, il y en a des couettes. Hein. Ouais, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des liens avec cette couve de Björk. Ah oui. Non, écoute, ça n'a pas vraiment de lien avec Björk. Alors, cela dit, bon, Björk, ça permet juste aussi de poser une question qui a rien à voir. Ouais. Est-ce que quand tu travailles, tu écoutes de la musique ou pas du tout? Alors moi, quand je travaille, j'écoute surtout beaucoup la radio. J'écoute beaucoup France Culture. D'accord. J'écoute des podcasts. J'écoute quoi d'autre? Mais j'écoute beaucoup d'émissions, en fait. J'écoute beaucoup les gens parler. Et tu arrives à les écouter en travaillant? Oui. J'ai même besoin quand je suis sur certains boulots qui sont très très minutieux et répétitifs. Par exemple, là, il y a un livre plein de poils, voilà, pour dessiner des poils pendant toute une après-midi. Bon, autant dire qu'il vaut mieux écouter la radio avec une émission assez intéressante. Sinon, tu deviens fou. Hein. C'est vraiment... Ouais. Il y a des poils partout. Ouais, ça permet du coup, c'est un geste très... Voilà, alors, une autre image, peut-être une autre influence. Donc, là, c'est Mon ours, mais il y a aussi Achille, enfin, il y a un tas de trucs comme ça. Tu reconnais, là? Ouais, voilà. Ça, c'est Achille. Ouais. Et le douanier Rousseau, bon, ça fait partie de quelque chose, de tes influences ou pas du tout Le douanier Rousseau, bonne question, ouais. Je sais pas, j'ai pas énormément regardé sa peinture, en fait. Mais moi, j'ai vu beaucoup de peintures. Bon, enfin, si, j'ai vu ces peintures quand j'étais gamine. Moi, mon père était antiquaire. Il y avait chez nous une grande bibliothèque de livres d'art. Et j'ai beaucoup regardé ces livres parce que j'avais 15 ans en 1991. Donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de possibilité de se distraire autrement que voilà, les longues journées où on s'ennuie. Bon, moi j'ai beaucoup regardé la peinture dans des bouquins. Et effectivement, j'ai vu les peintures du douanier Rousseau. J'étais beaucoup influencée par les symbolistes aussi, j'aimais beaucoup les symbolistes. Mais sur la nature, après, moi j'ai grandi à la campagne, hein, voilà, je pense que j'étais... Ouais, mais enfin, il y a je sais pas comment on appelle ça, mais dans tes images, comme chez le douanier Rousseau, enfin moi, ça doit avoir un nom, mais moi j'appelle ça une espèce de luxuriance ou je sais pas quoi, qui n'est pas forcément là à la campagne, quoi. Ah bah si. Ah ouais, on n'a pas fréquenté les mêmes campagnes. Moi, j'ai jamais vu des campagnes comme celle du douanier Rousseau, en tout cas. Ah oui, moi j'ai vu. Moi j'ai vu, mais pas en France, mais effectivement, celle du douanier Rousseau est très graphique. Mais si, il y a une luxuriance. Enfin, quand on est dans la campagne, moi j'adore ça. En fait, la singularité des formes des plantes. Il y a plein de moments où je m'arrête et où je prends des photos, où je suis fascinée par les différences de formes en fait, des végétaux et une forme pas de perfection, mais oui, leurs formes sont... Si, il y a une forme de perfection dans la végétation, dans la forme
d'équilibre, en fait, des compositions dans les plantes. C'est fascinant, en fait. Moi, ça me fascine énormément. Alors, ça c'est le pestacle. Bon, c'est tiré par les cheveux, mais voilà mon image. Donc, Tu vois, bon, il y a quand même un chat. Ta fille non, mais avec t'as des raison, oreilles de il y a un chat. costume de chat, ouais. Et C'est la puis- méchante, elle, hein, rappelle-moi. Elle est plutôt gentille quand Ah, même elle est gentille, elle est gentille. Un peu ambivalente. dans Batman le défi. Et puis bon, c'est aussi pour venir Est-ce qu'elle est vaguement. intelligente? Ouais, enfin elle est intelligente, on sait pas trop, mais elle est fine D'accord. et Je sais pas, j'ai vu ça elle est il y a pas forte longtemps. en tout cas, elle est Elle est forte. Bon, ça, Et c'est bien pour venir aussi au côté. Alors bon, moi je le vois pas trop, ou alors je le vois rarement dans tes albums, mais Nathalie, elle dit que ouais, il y a vraiment un truc vague T'es féministe un peu. Oui, bien sûr. dans tes albums, dans quelques-uns de tes albums. Oui, bah c'est sûr que tous ceux que j'ai fait sur les bébés, tout ça, un peu mignons, sont pas ultra féministes. Hein, Non, mais la dictature. Mais oui, Ouais, moi j'ai commencé oui. mes premiers livres, il y avait vraiment une problématique féministe. Hein. Moi je faisais partie d'un collectif féministe et les premiers que j'ai faits, il y avait vraiment cette volonté, hein, et même dans les suivants, après sans être didactique non plus, c'est-à-dire que j'ai pas un propos qui est vraiment, comment dire, manichéen, mais j'ai essayé de mettre tout le temps des gamins Oui, dans des questionnements. dans des questionnements, et Oui. puis aussi de présenter une forme de normalité, entre guillemets, enfin de présenter une situation de fait qui ne correspondent pas aux stéréotypes dans lesquels on est habituellement, en fait. Hein. Je veux dire, les garçons, moi, il y a un petit garçon qui pleure tout le temps, Oui. par exemple. Et enfin, voilà, dans la vie, c'est comme ça. Hein. Il y a des petits garçons qui pleurent tout le temps. Enfin, c'est pas les filles qui pleurent. Hein. Moi, mon fils, il pleure tout le temps. Hein. Ah oui. Enfin, il pleure dès qu'il est hypersensible, quoi. Mais comme moi, Voilà. comme moi. Voilà. Il y a des filles qui te commandent, qui dirigent tout le monde, quoi. Je veux dire, qui sont. Et après, on demande à tout ce petit monde de se rééquilibrer. Bon, les garçons, vous arrêtez de pleurer, puis vous vous endurcissez. Les filles, on va se calmer là, on va arrêter de commander tout le monde et on va se faire un peu discrète. Mais il y a une volonté, voilà, comme ça, de faire rentrer tout le monde un peu dans le rang. Mais c'est pas la réalité des enfants. Hein. Donc moi, j'ai mis voilà, mes personnages, ils correspondent pas Oui, en tout cas, Voilà. pas aux stéréotypes. aux modèles garçons. stéréotypés vers lesquels on voudrait les emmener en étant bien réactionnaires. Ouais. Oui, mais tu vois, moi, dans la dictature des petites couettes que j'adore, je trouve qu'il est hyper rigolo, quoi. C'est un de mes livres, enfin ouais, c'est un des albums les plus drôles, quoi, je trouve. J'ai vraiment, enfin j'étais mort de rire devant, mais moi je trouve que dans la dictature des petites couettes, ou alors c'est parce que je suis un garçon, le personnage le plus attachant, je trouve que c'est le garçon, justement, et le chat. Oui. Mais Tu c'est vois très mais féministe ça de veut- s'attacher à ce garçon-là qui voudrait être beau aussi, parce que Ouais. c'est plutôt réservé aux filles d'habitude de se faire belle et tout ça. Et lui, il dit, mais moi aussi. Après là, Ouais. quand c'est féministe, c'est antisexiste en fait. Hein. Oui, C'est ça, voilà. c'est- Oui, c'est la autre question chose. du sexisme, Oui, parce que oui, je veux oui, dire, t'as raison. le féminisme, pour moi, c'est pas en fait, il y a vraiment un problème d'oppression des femmes, ça c'est une réalité, hein, je veux dire, dans l'histoire, économiquement. Oui. Bon. Mais après, il y a une question de sexisme qui est partagée par tout le monde. Hein. C'est pas que les hommes qui écrasent les femmes. Hein. Les femmes sont aussi les premières à s'écraser elles-mêmes, à écraser leurs filles, et beaucoup revendiquent une place de soumission ou de subordination. Enfin, la question est vraiment, oui, c'est plutôt antisexiste en fait. Ouais, voilà. C'est plutôt qu'on questionne le genre. Voilà. Voilà, dans ces. Est-ce que- Alors, ça n'a rien à voir, mais il y a un point commun, enfin qui me frappe, mais qui frappe tous les lecteurs, je suppose, c'est tous tes personnages, on les joue rouges. Ça, c'est la question. Enfin de là, Guillaume. pas les joues là, mais là, enfin les pommettes ou je sais pas quoi. Comment ça se fait? C'est pour leur donner bonne mine. D'accord, ok. Mais c'est un tic, tu fais exprès à chaque fois ou c'est calculé Non, je sais ou c'est un pas. automatisme? Pour moi, c'est les quoi? enfants avaient les joues roses. D'accord. Mais je sais pas trop pourquoi, et c'est vrai que moi, mon fils, il est très pâle et il avait pas trop les joues roses, sauf quand il court, quoi. Mais en fait, je suis retombée sur des photos de moi quand j'étais gamine et j'avais vachement les joues roses. Je sais pas pourquoi, j'ai des photos, c'est vraiment frappant, j'ai les joues hyper roses comme ça. Et je sais pas. Ouais. Je sais pas, ouais, c'est...
Mais les enfants m'ont souvent posé la question. Oui, donc Mais lui aussi, regarde, non, il n'a pas les joues roses. Non, pas tous. Non, n'exagère pas. Pas tous. Non, les joues roses. Ah, en revanche, lui, oui, le nid de Jean, tu vois. Il a même des joues assez bizarres, quand même. Bon. Est-ce que c'est un truc qu'on dit beaucoup aux illustrateurs ou aux illustratrices que, en fait, ils se représentent eux-mêmes dans chacun de leurs personnages. Tu reconnais ça ou pas du tout? Bah, moi, dans ma petite série, là, Olga, Anna, Sophie, tout ça, là, oui, je me reconnais un peu dans les filles, en fait. Mais effectivement, je me reconnais un peu dans chacune, en fait. Enfin, quelque part, enfant. Mais après, dans les autres personnages, c'est pas forcément mes personnages, donc je me reconnais pas forcément dedans. Mais alors, autre chose, moi, l'ogre le plus terrifiant, mais je te jure que j'exagère pas, l'ogre le plus effrayant de tous les albums jeunesse, je les connais pas tous, mais c'est celui-là, c'est celui de Type Poussé. Je te jure, enfin moi il me fait flipper. Mais je sais. Et c'est son côté bébé là qui me méchant bébé. Mais qui me dégoûte même. Il y a un truc vraiment qui me fait peur. Ça vient d'où cette idée juste de représenter un ogre en une espèce de bébé tatoué gigantesque? C'est bizarre, hein. Il y a plein de gens qui m'ont fait remarquer. En fait, quand j'ai lu le texte, je pense que j'en ai eu une lecture un peu symbolique, enfin, je sais pas, une lecture en filigrane, quoi, qui était que parce que je trouve que les textes de Stéphane sont vachement il y a vachement de symbolisme, surtout dans celui-là, il y a un côté un peu psychanalytique, en tout cas, il y a quelque chose qui traverse le récit qui est vraiment là de l'ordre d'une évolution psy, quoi, voilà. Et pour moi, ce personnage d'ogre, il représentait la façon dont il se comportait dans ce texte, hyper impatient comme ça, qui veut un enfant tout de suite. En fait, pour moi, dès que j'ai lu le texte, il avait un comportement d'enfant de 1 an ou 2 ans. Ah ouais, ok. Petit enfant. Et ce que ça m'a évoqué, c'est comment on est tyrannisé toute sa vie par l'enfant maltraité dans la petite enfance. Voilà. Parce que je suis quand même assez intéressée par des questions psy, puis pour être entourée par pas mal de gens qui ont eu des problèmes, etc., comme tout le monde, mais c'est vrai que je me suis beaucoup posé cette question de comment on devient résilient ou pas par rapport à une enfance traumatique, etc. Et j'ai l'impression que les gens qui ont subi des choses vraiment graves dans leur toute petite enfance, avant 2 ou 3 ans, sont vraiment, hantés. Et c'est très très difficile de s'en sortir, en fait. Il me semble. Oui, mais toi, t'en connais beaucoup. Tous les gens qui t'entourent ont eu des graves problèmes comme ça dans leur enfance. Non, pas tous. Mais non, pas tous. C'est pas tous. Non, justement. Je plaisante. Non, mais il y a plein de gens comme ça. Il y a des gens qui, je sais pas, voilà. Et du coup, pour moi, ça évoquait ça. C'était vraiment comment ton enfance te bouffe, en fait. Oui, mais voilà, en tout cas, moi je dis bravo. Pour cet ogre-là. Je le voyais pas comme un grand-père, en fait, tu vois. Je voyais pas. Oui, d'accord. Parce que l'ogre, en général, c'est vraiment le père ou le grand-père dévorateur. Il y a quelque chose de. Mais moi, je pensais que c'était pas ce personnage-là dans cette histoire. C'était pas un grand-père, c'était pas un père. Moi, j'adore ça, ce contraste-là, justement, entre ce physique-là et. moi qui m'impressionne, en tout cas. Il y a un de tes albums qui s'appelle Le Masque. Alors ça nous permet d'évoquer notre quotidien en ce moment. Comment tu vis, toi, cette période, par exemple, de rencontrer les classes avec un masque, de rencontrer des élèves masqués? C'est la première fois là que je rencontre des enfants avec les masques parce que jusqu'à présent toutes les rencontres elles ont été annulées en fait. J'ai des rencontres qui n'ont pas été annulées en novembre, mais c'est les trains qui étaient annulés. Donc j'ai laissé tomber parce que c'était très très compliqué de monter jusqu'à Fougères en Normandie. Et du coup j'ai fait des rencontres en visio. Alors ça c'est déjà toute une aventure quand même. Comme ce soir là. Sauf que quand tu es tout seul chez toi, pour te filmer, c'est quand même un drôle de cirque, quoi. Et ça a été assez compliqué, quoi. Et bon, ça nous fait apprendre des choses, mais est-ce que la situation actuelle, au niveau de ton travail, je veux dire
le confinement, le couvre-feu, le pas sortir, le pas voir ses amis, dehors c'est compliqué, etc. Est-ce que ça change ton travail, tes motivations? Est-ce que ça t'inspire ou pas du tout? Ça t'éteint au niveau du boulot? Bah, moi, le premier confinement, ça m'a rien apporté d'intéressant. En fait, j'ai cru que ça allait être une parenthèse, voilà, une espèce de parenthèse, tac. Et puis en fait, en réalité, le boulot ne s'est pas arrêté. Donc moi, j'ai continué à bosser avec un gosse à la maison. Donc j'ai réussi à m'organiser avec mon frère quand même pour pas avoir mon enfant en permanence. Oui, là tu étais dans la création à domicile, faire des images. Du coup, ouais. Tu te retrouves juste à bosser avec en plus l'école à gérer pour les enfants. Enfin, bon, c'est pas... Voilà. Et puis cette sensation d'être dans une espèce de vie qui est... Voilà, où la deuxième semaine ressemble à la première, la troisième, la quatrième, la cinquième. À un moment donné, t'es sixième semaine de confinement, tu sais plus, tu dis putain c'est la sixième semaine de confinement. T'as l'impression de recommencer toujours la même journée, non ? Enfin, je sais pas, moi c'est l'effet que ça m'a fait, de recommencer toujours la même journée, de voir les mêmes personnes et de recommencer la même journée. Et je trouve pas que ce soit très inspirant en fait. Oui. Voilà. D'autant plus que moi j'adore être dans les cafés pour écrire, prendre le train pour avoir ces espaces de liberté et que là c'est pas... Voilà, c'est pas... Non, moi c'est pas très stimulant en fait, hein, artistiquement, malheureusement. Ça aurait pu être un bon côté de la médaille, mais non, c'est pas ça. Ouais. Mais pour beaucoup de gens, hein, ça n'a pas été stimulant, hein, je crois. Enfin, je sais pas pour toi. Mais... Non, affreux. Ouais. Bon, eh bien, en tout cas, on a eu le plaisir de se voir ce soir pour de vrai, un peu éloignés les uns des autres, mais pour de vrai. Notre rencontre touche à sa fin. Merci Ilia d'être venue à la rencontre de tes lecteurs. Nous aurons le plaisir de te retrouver, ainsi que tous les auteurs de la saison, le 21, 22 et 23 mai à Pézenas, où tu rencontreras d'autres classes et où les lecteurs pourront venir te voir si tout va bien. Sur le salon du livre. Sur le salon du livre. Sans masque. Sans masque. Et est-ce que, en attendant, tu peux nous dédicacer un de tes livres, parce que sur le salon, il risque d'y avoir la queue, donc on va prendre un petit peu d'avance aujourd'hui. Ok. Bon, mais merci Ilia. Bon, merci.